Et donc nous démarrons ce webinaire de rentrée, donc avec Corinne Chapard. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire de rentrée avec Corinne, qui est donc notre référente spécialiste communauté pour le domaine de l'apprentissage. Je rappelle, la communauté Performa propose 10 domaines de compétences regroupés en 5 thématiques. Le développement des compétences qui nous rallie tous, en tout cas aujourd'hui pour le CFA. Ensuite, le thématique réglementation, qualité, les certificats. La pédagogie, l'ingénierie. Et enfin, la RSE, les problématiques liées au handicap. Donc aujourd'hui, notre domaine de prédilection, c'est le développement des compétences. Et donc, on va utiliser la formation par apprentissage pour les CF. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette heure à tes côtés, Corinne. Alors, on précise, on vient d'en reparler juste un peu. Peut-être que nous tiendrons un petit peu plus qu'1 heure. Donc, voilà, je précise tout de suite. Vous restez avec nous avec grand plaisir. Et si vous devez partir, comme je l'expliquais, vous aurez accès au replay sur notre chaîne YouTube pour faire de la justement les réseaux de la communauté Performa. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, l'ensemble des référents spécialistes, heureux de vous accueillir au sein. Vous êtes ici avec nous en tant qu'acteurs sincères et engagés dans la formation professionnelle. Et on espère voilà, vous apporter les éclairages nécessaires, œuvrer toute l'efficacité au sein de la formation. Quelques rappels de fonctionnement du webinaire. Donc, n'hésitez pas à laisser vos caméras allumées. Vous pouvez les couper. La seule chose, c'est le micro. Et posez vos questions dans le chat, puisque là, voilà. Donc, on prendra les questions au fur et à mesure. Et si effectivement certaines ont besoin de précision, on vous invitera à ce moment-là à ouvrir votre agir. Au programme de cette heure, pas mal d'éléments. Donc, avec Corinne, voilà, on a souhaité aborder effectivement l'aspect, bien sûr, réglementaire, puisque c'est début de l'été, en tout cas, ça n'a pas chômé au niveau du gouvernement. Donc, 2 décrets qui revoient la règle notamment des modalités de financement pour les CFA. Mais pas simplement vous faire du décryptage. Notre objectif d'indiquer quelles peuvent être les stratégies pour vous permettre une rénovation de la gestion administrative des CFA. On vous proposera un plan d'action prioritaire et enfin, on vous voilà, nos ressentis, en tout cas nos intuitions à venir, puisque on restera simplement sur... À ce jour, rien n'est acté finalement sur le plan qualité. On en parlera tout de suite, hein, d'accord? Mais comme rien n'est acté, voilà, on parlera vraiment des choses qui le sont, mais on vous fera part également de quelques intuitions. En tout cas, voilà, désormais, je passe la parole à Corinne, notre référente de la liste CFA pour Performa, que j'ai le plaisir voilà, de vous présenter pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais j'ai déjà vu quelques noms. Je sais que voilà, d'autres personnes professionnelles ont déjà travaillé avec Corinne. Très plaisir de partager cette heure avec toi parce que je sais que tu vas te nourrir une expertise en tant que... Donc je te laisse la parole, je te laisse la main. Merci beaucoup, Élodie. Je suis ravie de vous retrouver tous, toutes et tous, ce midi. L'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est bien de travailler et d'échanger ensemble, et puis pourquoi pas d'échanger des bonnes pratiques avec les personnes qui sont avec nous. On a travaillé sur un programme avec Élodie, effectivement, pour décrypter ce qui est déjà paru. Je vais le répéter plusieurs fois, mais on va travailler uniquement sur
les décrets qui sont parus et le plan de qualité, le plan de la lutte de qualité pour la fraude. On n'en parlera qu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas actées, notamment avec le changement de gouvernement qui a eu lieu avant-hier. Alors, une toute petite présentation pour ma part. Donc, moi, je suis tombée dans la formation professionnelle comme Obélix. Je suis tombée dedans un peu par hasard parce que j'ai travaillé dans le recrutement dans le début de ma carrière. Et qui dit recrutement, bah, très vite, on parle de formation, notamment parce que je travaillais dans le travail temporaire notamment. Et la formation est un formidable tremplin vers l'emploi. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans la formation. Donc, j'ai dirigé un organisme de formation. Ensuite, j'ai été aussi responsable formation dans une entreprise. J'ai été responsable du développement apprentissage dans un OPCO. Et puis, j'ai été directrice de CFA donc pendant 4 ans. C'est pour ça que l'apprentissage, c'est un sujet qui m'anime et qui me passionne. Qui me manque beaucoup. Les petits, comme je les appelais moi, mes apprentis, me manquent beaucoup. Mais en tout cas, je connais la problématique de la gestion d'un centre de formation pour les apprentis. J'avais la chance de travailler dans un CFA historique. Pourquoi je dis ça? Parce que les CFA historiques, ils ont eu l'habitude de travailler sur des bonnes bases et travaillaient avec une philosophie qui est peut-être partie pour certains organismes qui sont un peu opportunistes, hein, notamment sur on fait de l'apprentissage pour gagner de l'argent. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc je suis aussi auditrice Calliope. J'accompagne les clients sur Calliope. J'accompagne donc je fais du conseil sur la création, gestion de CFA, organisme de formation, et je suis aussi formatrice en qualité de vie au travail. Voilà. Donc cette heure, on l'a pensé pour les organismes de formation, mais aussi évidemment tous les consultants indépendants qui accompagnent les organismes de formation qui ont bien du travail aujourd'hui et tous les CFA. Donc pour vous aider à naviguer dans ce système qui est devenu de plus en plus complexe en termes de financement, on va en parler, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Pour vous accompagner dans votre pratique, dans la gestion administrative, et puis jusqu'au management de risque, hein, parce qu'on va parler des ruptures des contrats d'apprentissage. Et puis, pour vous permettre aussi d'échanger entre pros sur les sujets. Il y a une qualité de cette communauté qui me plaît beaucoup, c'est l'humilité. Et je ne suis pas censée tout savoir. Aujourd'hui, avec tous les référents qui sont dans cette communauté, mais aussi avec vous, pour certains, on se nourrit justement de notre richesse et c'est ce que j'apprécie. Donc, si je ne sais pas répondre à une question, je vous le dirai et j'irai chercher l'information. Voilà. Donc petit sondage avant de rentrer directement, c'est pour pouvoir harmoniser notre discours envers vous. Petit sondage dans le forum de discussion. Pouvez-vous nous indiquer votre poste et la manière dont vous êtes en contact avec des CFA, avec des responsables pédagogiques, des chargés de développement de l'apprentissage? Voilà, est-ce qu'on peut voir dans le forum donc, de discussion, la chat, quelques informations sur vous? Vous êtes peut-être référent qualité, vous êtes peut-être à la Ou maître direction des d'apprentissage relations en entreprises. entreprise. Voilà, Hein, pour pouvoir exposer peut-être plus en détail certains points. Et pas ouvrir les micros, sinon ça sollicité par écrit. Alors, responsable, directrice pédagogique, CFA. Très bien, pas en poste en ce moment. Ok. Consultante, référente qualité pour 3 CFA. D'accord, donc ok, externalisé. Référente qualité, manager de pratique qualité formation. D'accord, l'ensemble des pôles. Auditrice Calliope et responsable des relations entreprises.
Oui, donc c'est un panorama assez Oui, large. c'est large. OK, très bien. Bon, bah, c'est au moins, voilà, on saura, sur quel point, insister. Gérante d'organisme, bah, oui, oui. Donc forcément, il y a potentiellement, un public stage, peut-être vous faire devenir. Mmh. On va en parler. Très bien, merci. Alors, donc bah, pourquoi ces décrets, Corinne? Voilà. Alors, ce qui nous a beaucoup, occupés, cet été, c'est les 2 décrets, donc le 585 et le 586 qui sont, qui sont parus le 27 juin 2025 et qui nous disent qu'il va y avoir énormément de choses qui vont être applicables au 1er juillet. Donc d'ores et déjà, ce qui va nous occuper, c'est à partir du 1er juillet. Alors, pour avoir un petit peu de contexte, pourquoi ces 2 décrets? La loi du 5 septembre, donc la loi à venir, de choisir son avenir professionnel que vous connaissez tous, 2018, elle nous a permis un essor, exponentiel de l'apprentissage. Je vous donne un petit peu de sens par rapport à ça. C'est que depuis le 5 septembre 2018, pardon, il n'y a plus de différence entre un organisme de formation et un CFA. Aujourd'hui, en fait, on fait toujours la différence, mais en réalité, un organisme de formation, on est tous en fait OF. Un CFA, maintenant, c'est un organisme de formation qui fait de la formation par apprentissage. Et donc, cette fameuse loi du 5 septembre permet à tout organisme de formation que nous sommes de faire de la formation par apprentissage, contrairement à avant où on avait la chasse gardée pour les CFA qui étaient avec des financements qui n'avaient strictement rien à voir, qui étaient financés par les préfectures et les régions. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu le sens de cette loi. Et il y a eu un appel d'air, en fait, hein, puisque cette loi a permis aussi la création de CFA d'entreprise, un petit peu une ubérisation de l'apprentissage. Et donc, on a eu un effet positif et un effet négatif. L'effet positif, c'est qu'on a eu beaucoup de contrats d'apprentissage qui ont été signés. C'était l'objectif du gouvernement de l'époque, d'atteindre le million d'apprentis. Donc, on y est. Depuis fin 2025, on a plus d'1 million d'apprentis qui sont en contrat d'apprentissage et qui étaient en effectif en hausse de 2,2% par rapport à fin 2024. L'effet négatif, c'est que les 1 million d'apprentis, bien évidemment, il faut les financer et donc cette nouvelle, réforme et ces 2 décrets, l'objectif tout simplement, c'est de faire des économies, pour garantir la soutenabilité du système de financement des contrats d'apprentissage. Ça vous a pas échappé qu'on est dans un contexte de fortes contraintes budgétaires et que le gouvernement précédent, mais celui de maintenant, va devoir garder ce cap, de continuer son contrôle budgétaire. Voilà. Donc on va rentrer dans le détail des décrets. Donc, ces décrets introduisent 5 changements majeurs qui vont impacter ou qui impactent directement la gestion administrative et financière des centres de formation. Donc, on va rentrer dans le détail pour chacun des points, des 5 points. Donc, on va rentrer dans le détail de la proratisation journalière sur la participation employeur, qu'on appelle aussi le reste à charge pour les formations de Bac+3, au-delà de Bac+3 et plus. Et puis le nouvel échéancier, puisqu'on a introduit une échéance supplémentaire, la minoration des formations à distance, et puis les règles pour les nouveaux CFA. Donc, la proratisation journalière, le financement, donc ce qui était le cas avant, c'est que tout mois commencé était dû par l'OPCO. Maintenant, le financement, il n'est plus calculé par mois entier, mais il est calculé au jour près. Ce qui va modifier forcément les montants versés et où il va falloir faire très attention pour les CFA,
d'avoir un calcul qui va être, il va falloir surveiller ça comme le lait sur le feu, j'ai l'habitude de dire, puisque le calcul va être ajusté selon le nombre exact de jours de formation. Et donc s'il y a rupture, forcément, ce que vous aviez prévu dans votre prévisionnel risque d'être impacté fortement. Donc, il va falloir, être très vigilant à suivre ça. Pour cette proratisation journalière, le ministère du Travail a produit un document que je vous invite à regarder si vous ne le connaissez pas, qui est paru le 1er juillet, donc avec, ces 2 décrets, hein, et qui explique, les impacts, de ces décrets, mais surtout aussi comment on calcule au jour près et cetera. Avec un Et dans ce document de 22 pages, il y a, une explication des cas d'usage. Bon, pour la petite, anecdote, ce changement, avec les échéanciers qu'on va voir après, il nécessite déjà 22 pages d'explications pour simplement expliquer, ce point-là. Donc je ne vais pas évidemment pas rentrer dans le détail de ces, 22 pages, parce que je les connais pas toutes, en tout cas je vous ai mis, les règles, mais je vous invite à télécharger ce document qui est sur le site du ministère du Travail. On vous le renverra d'accès. Ouais, ouais. Alors, la participation obligatoire des employeurs. Donc dans le décret, Ou il est bien peut-être, marqué. excuse-moi Corinne, peut-être que sur ce premier point, certains d'entre vous auraient des premières questions, des premières réactions. Si au cours effectivement du webinaire, vous en avez, n'hésitez pas à lever la main à ce moment-là. Là, je laisserai là. Ouais, pas de problème. Alors, la participation obligatoire, des employeurs. Donc ça, c'est un sujet qui est quand même important. On appelle ça aussi le reste à charge, mais dans le décret, c'est bien marqué participation employeur. La sémantique, elle a une importance, puisque là, le gouvernement a pensé à cette facturation obligatoire de 750 € par contrat. C'est 750 € par contrat et non pas par année. D'accord? Donc, c'est pour les employeurs pour toutes les formations de niveau 6 et plus. Donc, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, etc. Alors, pourquoi ces 750 €? C'est pour engager, on va dire, enfin, ça a été fait dans cet esprit. Je ne dis pas que je partage le sens des 750 €, mais en tout cas, ça a été fait dans l'esprit de dire que on va engager l'employeur de façon supplémentaire pour suivre les apprentis, donner une formation de qualité, et puis surtout suivre l'apprenti avec un maître d'apprentissage digne de ce nom. Puisque s'il paye 750 € sur le contrat d'apprentissage, ben, il n'a pas envie que l'apprenti s'en aille et rompe son contrat. Donc, c'est une façon aussi d'impliquer l'employeur, on va dire, de façon supplémentaire. La participation, elle est facturée par le CFA, donc à l'employeur, à l'issue de la période probatoire. C'est quoi la période probatoire? C'est les 45 jours en entreprise. D'accord? Si et on a un contrat qui est rompu à date, on aura une réduction de 50 du reste à charge de la participation employeur, donc il sera de 375 €. Si ensuite, l'apprenti, signe un nouveau contrat avec un nouvel employeur, alors ce nouvel employeur sera facturé de 200 €. D'accord? Alors, il se pose plein de questions par rapport à ça, par rapport par rapport à cette participation employeur. Je vais vous partager, les questions qui m'ont été posées, par un certain nombre de clients que j'accompagne. Heu, les 750 € sont-ils obligatoires de facturer? Et quel est le risque de ne pas facturer? Voilà. Alors, Centre Info a fait une réponse sur le risque à charge
le risque de ne pas facturer ce risque à charge et je vous en donne les conclusions. Donc, déjà, premièrement, il y a un risque de manque à gagner. Si vous ne facturez pas les 750 €, bah, vous avez 750 € qui va être déduit du niveau de prise en charge qui va vous être donné par l'OPCO. Et donc, ça fait un premier risque, c'est un risque financier. Deuxièmement, c'est un risque comptable sévère. Pourquoi? Parce que on va le voir sur la slide d'après, l'OPCO va vous demander, pour le solde de 10, donc le solde final, il va vous demander dans l'épreuve, une facture que vous avez, émise à votre client. Donc si vous faites une facture et que vous n'avez pas d'intention réelle de recouvrer cette facture, c'est un risque comptable, c'est de la fraude, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais partager, sur ces 750 €. C'est un vrai sujet et c'est un vrai enjeu pour les CFA. L'enjeu, c'est comment valoriser son offre, qui va expliquer les 750 € et comment se démarquer des autres CFA. Donc, juste pour terminer là-dessus, ça veut dire que l'embauche de l'apprenti, ça devient un réel engagement, financier et que le choix du candidat, à la fois du côté CFA, mais à la fois aussi de l'entreprise, bah, on doit encore moins se tromper qu'avant, et que, la qualité du suivi devient un enjeu majeur. C'est la philosophie de l'apprentissage, hein, c'est d'alterner la pédagogie en entreprise et à l'école, mais là, ça prend encore, je trouve, plus de sens. Donc, autre point qui est donc décrit dans ces décrets, le nouvel échéancier de paiement. Donc, là, on a un échéancier supplémentaire. Avant, on avait trois échéances. Maintenant, on va avoir le quatrième, et qui sera donc le solde final de 10. Donc, premier versement à la signature du contrat, 40 %, deuxième versement, 30 %, troisième versement, 20 % et le solde final de 10 %. Je m'attarde un petit peu sur le solde final. Donc, c'est le solde de 10 %. Il est perdu définitivement si vous ne transmettez pas les pièces justificatives à votre OPCO sous 4 mois après la fin. Donc, il va falloir suivre ça aussi, on en reparlera après, mais dans un logiciel, pour ne pas rater ce solde de 10 %. Le solde, il est conditionné à des transmissions de preuves de réalisation et de factures, correspondantes dans les délais impartis. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander, comme preuve, dans ces 10 %? Le CERFA, mais ça vous l'avez déjà fait, enregistrer, la convention de formation, un certificat de réalisation, donc ça ne change pas par rapport à ce qui était, aujourd'hui, fait, hein. Et puis cette fameuse facture que vous prouvez que vous avez fait la facture des 750 € à l'employeur. Voilà. Donc cette nouvelle répartition, comme on peut le voir, elle va être un peu plus en longueur sur la durée du contrat et donc elle modifie forcément le flux de trésorerie par rapport à l'ancien système et donc encore une échéance de plus à vérifier et à contrôler. Je ne ferai pas d'autant qu'on le voit là aussi à l'enregistrement des contrats depuis cet été, qu'on a des OPCO qui nous inventent des règles et qui n'ont pas toutes les mêmes règles d'enregistrement et de dépôt, notamment par rapport au nouveau CFA, mais ça, on va le voir après. Est-ce que vous avez Est-ce des questions voilà, par voilà. voilà, ce solde final donc de 10 là, c'est grande, le plus gros caillou dans la chaussure pour le coup, pour les CFA. Quand on parle de factures à adresser à l'OPCO, heu, C'est une facture émise et non acquittée. Alors, peut-être voilà. qu'il y aura, des travers par rapport à ça puisque, une facture émise n'est pas forcément acquittée. Donc ça veut dire qu'on va émettre une facture pour prouver à l'OPCO qu'on a facturé et qu'on ne va pas demander
qu'on ne va pas réellement demander le reste à charge, surtout s'il y a rupture et qu'on peut dire qu'on fait un geste commercial. Bon, moi, je vous dis les travers de ce qui peut arriver, parce que je suis quelqu'un qui imagine un peu tout, mais je ne vous encourage pas à le faire, bien évidemment, Justement, c'est pas le but. en cas de contrôle L'OPCO, par l'OPCO, voire lui, même par lui, c'est par la directe, enfin, ouais, la facture, directe. facture émise, c'est Oui, bien marqué comme ça, c'est facture émise, c'est pas facture acquittée. OK. Est-ce que certains d'entre vous ont voilà, souhaitent, échanger sur cette nouvelle, pratique, souhaitent, faire part de flou, de Et comment réagissent les clients, mmh. les entreprises à ces 750 € qui leur est Oui, de Stéphanie? Ouais, c'est quand même la porte ouverte, enfin, je trouve ça un peu, au final, ouais, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi, c'est mon expression. C'est dans le sens où, en fait, on fait un plan de lutte de la fraude, bon, qui est pas tout acté, ça, on sait effectivement là-dessus. Par contre, derrière, on leur dit: «Bah, faites-nous une facture, mais par contre, elle est juste, en fait, émise». Donc ce qui donne, en fait, l'envie de dire: «Bah, tiens, attends, derrière, je vais faire un avoir, du même montant» et puis, voilà. Et l'avantage, effectivement, c'est qu'en termes enfin, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, depuis, on va dire une année à peu près, je sais pas tous les textes de loi, moi, au niveau du CFA, mais, depuis un an à peu près, c'est compliqué pour les gamins de trouver une alternance. Donc, bah, potentiellement, il peut y avoir des arrangements de ce type-là. Donc, bah, en fait, ben, d'un côté, on demande quelque chose, puis de l'autre côté, on va aller, on renforce le plan de lutte de la fraude. Tu te dis: «Bah, enfin, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais, je trouve ça relativement, un peu l'un qui va vers l'autre, quoi. Donc, Mmh. c'est pas top. Chacun soit, discipliné à la cause. Oui, Et force est de constater que, depuis 2019-2020, c'est ça. pas une réalité Mmh. OK, on peut enchaîner alors du coup. Donc, point important, donc c'est la minoration, pardon, pour la formation à distance. Donc là, qu'est-ce qu'il est dit? C'est qu'on va minorer de 20 les NPEC, donc les niveaux de prise en charge, si on a 80 ou plus de la formation qui est dispensée à distance. En sachant qu'on aura un plancher de financement, donc un NPEC minima, on va dire, qui est fixé à 4 000 €, et qu'on a certaines certifications qui seront exonérées. Donc j'ai vérifié la liste, puisque je vous ai mis que la liste officielle euh, des certifications exonérées, elle n'est pas parue. Ceci dit, dans le décret, il est écrit que sa publication devra être faite avant le 30 novembre au plus tard. Donc aujourd'hui, les CFA qui font de la formation à distance sont amenés à faire remonter à hauteur de 80 sont amenés à faire remonter leur certification à France Compétences. Et si France Compétences et que tous les certificateurs, en réalité, pour certains métiers, et on ne sait pas encore lesquels, ils pourront déterminer qu'il y aura des formations qui seront exonérées de ces 20 Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, puisque la liste n'est pas sortie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que donc, la convention de formation qui existait, on va voir après ce que nous dit Gilles. La convention de formation donc, a été modifiée par le gouvernement suite à ce décret pour qu'on puisse indiquer le nombre d'heures de formation globale et dont le nombre de formations à distance. Bon. Là aussi, comment on détermine qu'est-ce qui rentre dans la formation à distance? Et je crois que c'est ça que veut nous dire Gilles sur le point de vue de la fédération, enfin l'ex-fédération de formation à distance. Si tu veux nous dire un point, Gilles, on est preneur.
C'était pour éviter de trop monopoliser la parole, donc je vous invite à cliquer sur le lien. Mais bon, vous savez que AINOA, qui est le nouveau nom de l'ex-FFED, le forum des organismes de formation à distance, au digital, bien évidemment, c'est complètement emparé de cette question, puisque c'est quelque part quelque chose qui apporte une vision réductrice du distanciel, et que cette mesure risque d'avoir comme effet pervers de pénaliser l'innovation pédagogique, de contredire les usages réels de la formation à distance, et puis aussi d'exclure les publics éloignés, notamment dans des territoires peu desservis, parce que l'irruption, l'irruption, ça existait déjà avant, mais l'augmentation de la modalité à distanciel qui nous a été amenée, entre autres, pendant l'épidémie de Covid, a quand même ouvert pas mal le champ des possibles pour toucher des publics qui avaient jusque-là des difficultés à intégrer des parcours de formation du fait de leur éloignement physique, géographique, même parfois social. Voilà, donc AINOA, au-delà de l'article vers lequel je vous invite à cliquer, a quand même rédigé un communiqué et a interpellé les pouvoirs publics pour revoir cette disposition qui est quand même anti-inclusive et excluante. Oui, tout à fait. Ça pose une autre question, c'est quand on demande la liberté à distance. Également, qui est à distance. Est-ce que c'est le formateur? Ou est-ce que c'est le formateur qui est à distance? Ouais. Ou est-ce que c'est le support de formation qui est à distance? Qui est à distance. C'est ça. Donc, c'est pour ça que la clarification en France, la thèse étant riche de termes, de mots, de signes, voilà, nos expertises à la française pour le bon mot, pour définir le bon terme. Donc, voilà, ça pose. Pourquoi je parle de ça? C'est l'expérience dans une salle et ça étant pas. J'ai clairement vu, voilà, sur une scène d'apprenants, voire moins, voire plus, et dans une seule et même classe, une seule salle, pour pouvoir émarger la fameuse feuille d'émargement et où finalement le formateur 4 par 3. Donc finalement, est-ce de la formation ouverte et à distance aussi? Donc voilà, ça pose question. C'est pour ça l'objectif de vous évoquer. Mais c'est surtout dénoncer des choses qui ne sont pas claires, que le tout venant ne comprend pas. Des acteurs si nous souhaitons continuer à œuvrer en étant sincèrement engagés, réellement engagés, encore faut-il que la règle soit claire. Donc voilà, c'est ça. Pouvoir public. Alors, on enchaîne. Alors, règles spécifiques au nouveau CFA. Alors là, je me suis un peu arraché les cheveux, je vous avoue, sauf que j'en ai plus beaucoup, mais quand même, les CFA, oui, Gilles me fait montre qu'il n'y en a plus beaucoup non plus. Alors, les CFA nouvellement créés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un NDA de moins de 6 mois, j'ai vérifié. D'accord? Donc, c'est là où on rentre quand même dans quelque chose d'assez, encore une fois, un peu ubuesque. Nouveau CFA, NDA de moins de 6 mois. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y aura un premier versement qui va être fait au minimum au 3e mois d'activité, mais que ce versement est conditionné à la production d'un certificat de réalisation attestant du démarrage effectif de la formation. Donc là, je suis allée chercher s'il y avait un modèle de certification de réalisation qui prouvait le démarrage de la formation, et on me dit que non, il n'y en a pas. Le certificat de réalisation qui est à date connu pour l'ensemble des actions de formation, pour les transitions pro, etc., pour l'apprentissage,
c'est le certificat de réalisation du ministère qui existe aujourd'hui. Mais ce certificat, il nous dit quoi? Il nous dit, et comment on le remplit aujourd'hui en tant que CFA? On le remplit en disant, mon apprenti, il a démarré le 1er septembre 2025, enfin 2024, et il a fini sa formation le 30 juin 2025. Or, comment on fait là? Si Oui, alors exactement. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Le certificat de réalisation, pour moi, ça veut dire que la formation est terminée. Donc je me suis dit, mais comment, en fait, on va prouver que la formation, elle a démarré avec ce certificat de réalisation? Donc, deux solutions qui m'ont été proposées par 4 OPCO différents. Donc, je ne vous dis pas que c'est la règle, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'entendent. Un, on prouve le démarrage de la formation par la convention de formation et par le CERFA, de fait, mais on peut utiliser le certificat de réalisation en disant que les 3 premiers mois de la formation ont été réalisés. Voilà. Et autre solution, on peut prouver que la formation a démarré avec une attestation de présence qui serait extraite de votre système de gestion apprentissage. Par exemple, Ipareo, je vous cite celui-là, je n'ai pas d'action chez eux, hein, mais Ipareo peut nous sortir des présences pour les apprentis. Donc, ça peut être une preuve qu'on peut envoyer à l'OPCO. Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'écrit par rapport à ça. Voilà. Donc, ces mesures visent à garantir que les nouveaux CFA sont opérationnels avant de recevoir les financements. Autre sujet qui n'est pas des moindres, et ça c'est une expérience que j'ai éprouvée malheureusement, et il y a quelqu'un dans le webinaire qui pourra en témoigner, c'est qu'aujourd'hui les OPCO pour les nouveaux CFA demandent Calliope. Ce qui est normal, sauf qu'il y a un décret qui dit que, un décret dérogatoire à la certification Calliope, qui dit qu'on peut démarrer sa formation, enfin qu'on peut avoir Calliope dans les 6 mois à condition de prouver qu'on a demandé l'audit dans les 2 mois à l'OPCO. Ben ça, il n'y a aucun OPCO qui nous accepte aujourd'hui cette règle. Donc voilà, donc c'est juste un tout petit. Donc, appelez les OPCO, expliquez-leur votre cas, et généralement, ça rentre dans le sujet. Si vous voulez le décret, on vous l'enverra aussi, parce qu'on me le demandait énormément. Il n'y a pas beaucoup d'OPCO qui le connaissent. Voilà. Et pourquoi ce décret avait été fait? Ce décret a été fait parce que quand Calliope est sorti, et que par rapport au CFA, ce n'était pas prévu. Voilà. Ok, on peut continuer sur la slide d'après. Il y a peu de réactions parce qu'on reste sans voix. Face justement. Il y a Sad qui veut bien l'écrire. On vous l'enverra. Ouais, et oui, ça redéfinit la qualité. Voilà, de nouvel entrant, et donc c'est bien le cas là, parce qu'on est encore sur le NDA de moins de 6 mois, donc c'est un peu comme le NDA la catégorie nouvel entrant dans Calliope. Voilà, donc ça fait le lien. Donc on vous enverra le décret. Alors, désormais, là, le plan d'action. Ouais. Mettre en œuvre. Les incidences sur la gestion des CFA, évidemment, ça va être un impact sur la trésorerie, et puis un risque de perte financière. Et puis aussi, je l'ai pas noté, mais il va falloir recouvrer aussi faire le recouvrement des 750 € qu'on va demander aux employeurs. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'armer soit d'un tableau Excel hyper performant, mais je doute que quand on a beaucoup d'apprentis, ce soit suffisant, ou tout du moins d'un système de gestion d'apprentissage. Voilà, encore une fois, pour bien connaître Ipareo, tout est calibré et tout est prévu, mais il y en a d'autres. Et surtout, aujourd'hui, ces systèmes de gestion d'apprentissage sont connectés directement via l'API
aux OPCO. Donc, on n'a plus ce sujet de comment on transmet les dossiers, et est-ce que l'OPCO est au courant, est-ce qu'il a bien enregistré, etc., etc. Voilà. La complexification administrative, je viens de le dire, mais là, il va falloir faire un suivi des jours de formation et de la facturation de l'employeur et des certificats de réalisation, comme je l'ai dit. Et puis, réviser le modèle économique, parce que l'intégration de la minoration pour la FOAD et la contribution employeur dans les prévisions budgétaires, il va falloir l'intégrer d'une façon ou d'une autre. Je n'ai pas parlé de la baisse des niveaux de prise en charge, de la baisse des NPEC, qui est déjà en hémorragie quand même depuis 2 ans, on va dire ça comme ça, et que ce n'est pas prêt de s'arranger, puisqu'on en parlera sur ce qui va nous attendre, hein, mais on a un projet de réduire les NPEC, je vais en parler après. Et puis, donc, une adaptation informatique, puisque il va falloir rentrer toutes ces modifications dans les logiciels de gestion pour intégrer la proratisation journalière et les nouvelles modalités de calcul et les nouveaux échéanciers. Donc ça prend du temps. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes équipé de quel outil que voilà, ça a cité Hyparéo, on aurait peut-être d'accord. Alors Hyparéo est plus de l'apprendre. Parce qu'ils étaient là-dessus depuis le début. Agathe, d'accord. Je ne connais pas Agathe. Une horreur. Bon, voilà. Bon, Okay. alors, c'est bien que je ne connaisse pas. C'est subjectif, mais on prend l'info. D'accord. Oui. Ok. Non, ma question, c'est pour pouvoir mesurer un peu la notion d'investissement, finalement. Un CFA doit engager, en fait. Doit s'attendre pour... Oui, parce qu'en fait, toute modification, encore une fois, c'est un coût, forcément. C'est des nouveaux modules. Donc, c'est pas neutre pour les CFA. Ok. On va passer au slide d'après. Donc, l'incidence sur la gestion des CFA, donc, comme je viens de le dire, à court terme, c'est adapter les outils de gestion, mais aussi former les équipes. En fait, on le sait, dans un CFA, on a des collaborateurs qui peuvent changer en fonction des années. Et donc, il va falloir organiser des sessions de formation pour son personnel administratif et comptable sur ces nouvelles règles et pour aussi, après, l'expliquer aux employeurs. Il va falloir mettre à jour vos conventions de formation, puisqu'il faut mettre les nouveaux échéanciers et s'il y a un temps de formation à distance, il va falloir le modifier. Donc, et puis, à moyen terme, vérifier les seuils, vos seuils de formation à distance, puisque parfois, en fonction de votre pédagogie, vous introduisez des modules de formation à distance, mais il va falloir faire attention que ça ne dépasse pas ce fameux 80%. Optimiser le suivi des soldes, mettre en place un système d'alerte, effectivement, pour que vous ayez la transmission des justificatifs qui soient garantis dans votre délai de 4 mois. Et puis, effectivement, anticiper la trésorerie pour revoir vos prévisions budgétaires. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. À ce jour, juste, vu que en tant que CFA qui est avec nous, de la direction des relations entre... Comment est-ce que les choses se mettent en œuvre? Un retour pratique, d'expérience. Quand on abordait justement à court terme la nécessité de devoir former
et à ces nouvelles règles, comment justement ces nouvelles règles ont été accueillies? Vous avez commencé à mettre en place? Ou est-ce que, vous êtes encore dans la panade à ne pas savoir comment comment s'y prendre? Ils sont timides, en fait, aujourd'hui. Oui, et quelle réaction côté entreprise? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, comment réagissent les entreprises par rapport à ces fameux, 750 €? Toutes les équipes en charge des contrats ont été formées. OK. Donc ça signifie, courant de l'été, veille de départ, quoique les projets Ouais, c'était dans les tuyaux. Ouais, c'était dans les tuyaux. dans la proactivité en tout cas. Mmh. Et si on peut peut-être avancer Mmh. sur celle d'après. Donc, ouais, dès 1er juillet, ouais. Bah, ça montre aussi, Donc je l'agilité qu'il faut. C'est ça moi, c'est ouais, ça que je veux démontrer, capacité de faire justement. mmh, c'est ça, Et c'est fatigant et ouais. Alors, nouveau CERFA, je vous invite donc juste il y a un nouveau CERFA qui est sorti donc pour indiquer le nombre d'heures de formation à distance et puis une nouvelle convention de formation, qui intègre donc la formation à distance et la participation obligatoire de l'employeur. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour 2026? Parce que 2025, j'y crois pas trop. En tout cas, la révision des niveaux de prise en charge, heu, c'est dans les tuyaux. C'était prévu que les pas les tractations, mais oui, l'échange avec les branches commence en novembre 2025 pour être, applicable en 2026. Donc en tout cas, l'objectif, c'est quoi? C'est de réviser les niveaux de prise en charge et d'en avoir un seul par RNCP. 2e objectif, c'est de plafonner les niveaux de prise en charge de niveau 5, 6 et 7 à 12 000 €. Donc ça, c'est quand même une sacrée révolution, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de niveaux de prise en charge, qui sont, au-dessus de 12 000. Enfin, on a beaucoup, il y en a. Donc, et puis, modulation possible de 20 des NPEC par les branches. Donc ça, c'est un un souhait de donner plus de pouvoir aux branches professionnelles. Aujourd'hui, elles ont déjà le pouvoir, avec leur CPNE, hein, les commissions paritaires, de l'emploi. Ceci dit, il y a une énorme disparité en fonction des branches. Les grosses branches, forcément, sont équipées, de chargés de formation, de chargés, d'emploi et puis d'observatoires, ce qui n'est pas le cas du tout pour les petits. Donc les petits, quand France Compétences leur demande, leur avis, sur les NPEC, bah, ils n'ont pas forcément une réponse qui est très adaptée par rapport aux gros. Voilà. Et donc le gros morceau, hein, c'est une refonte totale des NPEC, de passer de 800 000 NPEC aujourd'hui différents à 3 500. Voilà. Donc forcément, quand on dit ça, ça veut dire que ça va être nivelé par le bas et pas par le haut, c'est une évidence. Voilà. Donc ça, il va falloir aussi l'anticiper. Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que pour avoir été pendant 4 ans directrice de CFA, mais pour avoir travaillé en OPCO et pour être en contact encore avec beaucoup d'acteurs, rapprochez-vous de vos branches. On le dit pas assez. Euh, les branches qui sont pas forcément proactives, allez les voir, demandez un rendez-vous, expliquez ce que vous faites, présentez votre compta analytique. Et vous pouvez demander à ce que vos NPEC soient révisés à la hausse en CPNE. Ou en tout cas, s'ils ne sont pas révisés à la hausse, bah, que ça reste stable. Et puis, vous pouvez aussi faire une prospective de CFA qui font pardon, les mêmes
RNCP que vous sur d'autres régions. C'était mon cas. Moi, je faisais de la poissonnerie sur le bassin d'Arcachon. J'avais un directeur du CFA de Sète qui m'avait contacté parce qu'il faisait la même chose que moi. Il n'avait pas le même niveau de prise en charge. Moi, j'étais bien plus... j'étais plus gâtée, entre guillemets, parce que j'avais un NPSC qui était plus élevé. Grâce à notre fusion, entre guillemets, pour démontrer que quand on a de la matière première qui coûte cher, forcément le niveau de prise en charge, il doit être à la hauteur de ce qu'un CFA est en capacité d'accepter. La CPNE de la branche de mon collègue avait augmenté son NPEC. Donc, les CPNE, c'est généralement vers avril. Donc, ne ratez pas le coche de avril 2026. Et pour cela, il faut commencer à faire déjà des rendez-vous, en tout cas des tentatives de rendez-vous, et commencer à prendre contact avec vos interlocuteurs dédiés. Oui, important, la communication, le partenariat, justement. Tout à l'heure, Karine nous disait les mais c'est les premiers acteurs à solliciter avec les branches, effectivement, pouvoir parler de cette complexité qui est la fixation des niveaux de prise en charge. Tu abordais la comptabilité analytique, notamment, voilà, quid de cette comptabilité analytique qui est remontée à si un seul et même niveau de prise en charge est fixé à la RNCP. Donc, c'est pour ça que finalement, je suis pas en train de dire que la comptabilité demandée ou ne sera plus prise en compte et analysée par France Compétences. Simplement, ça ne sera pas l'endroit de décision pour la fixation de ce niveau de prise. Si un contact préalable n'a pas été fait par les acteurs de la branche, pas de possibilité de pouvoir renégocier. Mm. C'est un vrai rendez-vous à noter là tout de suite sur le calendrier. Et d'entamer, comme tu l'as dit, des relations partenariales avec les branches. C'est ça. Alors, on va arriver bientôt à l'heure, donc on va passer à la dernière slide. Donc, c'est bien, j'insiste lourdement, c'est que tout ce qui est écrit sur cette slide, vous l'avez tous lu, enfin sans doute, sur le plan de lutte pour la qualité dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, il n'y a rien d'acté, d'accord? Donc, on ne s'affole pas. Il y a plein de choses qui ont été écrites. Est-ce que ça va être fait? On n'en sait rien, parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui a changé. Donc, est-ce qu'ils vont continuer ce qui avait été fait par le précédent gouvernement? On ne le sait pas. En tout cas, on peut quand même s'y préparer parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont perdurer et persister dans le temps. Donc, dans le deuxième semestre 2025, donc on y est, dans le deuxième semestre 2025, c'est renforcer les obligations des organismes préparant des certifications professionnelles en garantissant que leur formation, grâce à des ressources pédagogiques adaptées, prépare à l'ensemble du référentiel de compétences. Donc ça, c'est un gros morceau. Et puis ensuite, donc je te laisserai en parler, Elodie, si tu veux. Moi, je vais juste parler sur premier semestre et deuxième semestre 2026. Ce qui est sûr, c'est que les missions des CFA vont être encore enrichies. D'accord? Donc aujourd'hui, vous avez les 14 missions fondamentales d'un CFA qui sont le socle, on va dire, de l'apprentissage et du CFA. Et on va vous confier, en tout cas le souhait, c'est de confier au CFA des missions de détection, de prévention des risques pour la santé des apprentis et de prévention et d'orientation, on va dire ça comme ça, contre l'illettrisme. Donc, moi, ça ne m'affole pas parce qu'en fait, aujourd'hui, vous le faites déjà. En tout cas, sur la santé, la prévention santé, vous le faites déjà. Vous avez déjà, ça fait partie de vos missions
Sur l'illettrisme, c'est un peu plus difficile, même si, vous faites des tests de positionnement. Mais, là, il va falloir, par rapport à Calliope, il va falloir le tracer sans doute, hein, parce qu'encore une fois, il y a rien d'écrit, enfin, c'est écrit, mais il y a rien d'acté, hein. Mais il va falloir le tracer comme, comment on fait pour faire, cette lutte et comment, on va le formaliser et comment on oriente. Oui, Gilles, on t'entend pas. Oui, non, parce que j'ai du mal avec, Meet, j'ai moins l'habitude de l'icône pour allumer le micro. Oui, simplement, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il ne faut pas prendre peur parce qu'effectivement, tout ce qui est santé, sécurité au travail, c'est déjà abordé alors par l'indicateur 14 ou 15, je ne sais plus, du référentiel national qualité. Donc, il y a déjà les CF1 sont déjà assez équipés. Et je dirais que pour ce qui est de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme, on sait que l'une des causes, il y en a beaucoup, mais l'une des causes des situations d'illettrisme sont parfois des troubles cognitifs, des personnes qui ont des troubles 10, mais pas que. C'est l'une des causes des situations d'illettrisme. Et je pense que pour ce qui est du handicap, on parle encore beaucoup dans le référentiel national qualité de la prévention et de l'accueil des personnes en situation de handicap. Moi, personnellement, quand j'accompagne des clients en général, des CF en particulier, je préfère que l'on parle de difficultés d'apprentissage. Oui, tout à Parce fait. que les personnes en situation de handicap, c'est une partie des publics qui présentent des difficultés d'apprentissage. Mais des personnes, par exemple, qui sont en ALD, ne sont pas en situation de Ouais, handicap, mais ont des difficultés d'apprentissage. Donc, ouais, ça doit être pris en compte aussi. C'est la même démarche, j'ai envie de dire, intellectuelle et surtout sociale oui, et inclusive, toujours pareil. Donc, les personnes en situation d'illettrisme sont des personnes qui présentent des difficultés d'apprentissage. Et je pense que donc les CFA qui ont déjà commencé à raisonner, non pas simplement sous le prisme des personnes en situation de handicap, mais des personnes qui présentent des difficultés d'apprentissage diverses et variées, ont déjà comment dirais-je, la bonne approche oui. et les bonnes postures pour pouvoir justement intégrer de manière plus explicite la détection et des personnes qui sont en situation d'illettrisme. Voilà. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que voilà, il ne faut pas s'affoler. Voilà. Et Et je vous laisse parce qu'il est 14h et j'ai une autre visio dans la foulée. Je suis ouais, vraiment désolé. OK. Merci à toutes les deux. Et ben, j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Et dernier point donc, sur le deuxième semestre, 2026, donc améliorer l'information des jeunes, sur, les formations et les diplômes et développer et mieux communiquer sur les dispositifs de signalement des dysfonctionnements. Ça c'est vraiment un point qui est important, c'est protéger les apprentis, et ça vient de où ça? Ça vient des établissements, certains établissements qui ont clairement fraudé sur, ils ont vendu, du rêve en fait à certains apprentis en disant, «Votre formation elle est certifiante avec un titre RNCP et à la fin et au bout du bout, il n'y a pas de titre RNCP. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire en fait, hein, améliorer l'information sur les jeunes et pouvoir permettre aux jeunes justement de dire, bah, là j'ai un problème, dans mon CFA, on me facture des frais alors que c'est strictement interdit, je le répète encore une fois. Même si, Même les frais de réservation qui voilà, n'existent pas. c'est surtout ça qui pose, aujourd'hui souci, hein, c'est que, et Il y j'ai a une encore vu des préinscription qui ne veut voilà, pas dire une inscription. j'ai vu encore des témoignages hier sur LinkedIn, de jeunes qui disent ils ont 2 semaines pour trouver leur employeur. C'est faux, ils ont 3 mois. Là, dans la loi, c'est 3 mois. Donc parce que, il y a certains établissements, et heureusement que c'est pas le cas de tout le monde, disent au bout dans 2 semaines, vous passerez en initiale et du coup, ça vous coûtera 7 000 €, messieurs, dames. Voilà, donc non. Voilà, donc quelque part, c'est pas très grave, d'informer les jeunes. Si on n'a rien à se reprocher, c'est parfait. Je reviens juste sur le décret du 6 juin, donc qui est relatif à la certification professionnelle. Donc, slide, c'est dorénavant faire, faire d'enregistreurs doivent, ils doivent se soumettre, et c'est-à-dire de démontrer que les moyens humains, logistiques et pédagogiques permettent aux candidats à la certification
d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir se présenter aux évaluations certifiantes. Donc ça signifie que, le référentiel national qui déjà, demandait à ce que les ressources pédagogiques, les moyens humains, les moyens adaptés à la compétence de la formation, le décret vient juste c'est exactement la même chose, c'est ce que c'est simplement que maintenant, ça devient ajouté aux critères d'enregistrement. Donc autant, le dire 2 fois qu'une, voilà, pour, rassurer, tu as dit tout à l'heure pour les clients, mais aussi, voilà, les parents, voilà, commencerait à débuter, au moins de rassurer les parents, d'être sûr si la formation a un coût, le jeune, peut quand même avoir les garanties, quoi, que la formation qu'il de s'inscrire avec un stage, eh bien, il peut s'attendre effectivement à être formé parfaitement aux compétences visées, aux métiers visés. Hem, donc, tu parlais tout à l'heure, du RNCP, qu'on faisait une formation RNCP. Je pointe aussi un autre, cas d'usage qui c'est, la fameuse appellation des masters. Mmh. Voilà, un master, ça ne veut pas dire master déjà. ER et là, c'est une et un master, même si master ne veut pas dire RNCP. Mmh. Gage, qui sonne bien, bachelor, ça fait mais non. Donc voilà, donc tout ça justement le décret du 6 juin l'aborde et donc dernièrement, la fédération, enfin une des fédérations qui a édité justement une note à cet effet, en demandant à l'ensemble effectivement des établissements d'enseignement supérieur d'arrêter d'utiliser les termes bachelor, les termes master, Mmh. tout bêtement. Tout simplement, on arrête d'utiliser voilà. Comme ça, on appelle un chat un chat. C'est une formation bac+4, là on l'appelle, comme on veut, mais on l'appelle pas master 1. Donc tout ça, ça participe doit participer réassurance en tout cas des publics, Ouais. se voilà. Est-ce que sur ce qu'on a évoqué, il est 14h06, merci encore d'être avec là. Est-ce que, sur cette, prospective, mais vous l'avez compris, hein, c'est sauf quand il est noté article, et cetera et décret et cetera, là, on sait que c'est acté. OK. Donc OK, on peut, débattre, échanger ça, mais tout ce qui s'appelle projet de loi, projet, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions, des interrogations qui a été, abordé? Est-ce qu'il y a des points approfondis ou que ce soit maintenant ou même pour des idées justement à corriger l'ensemble des références de la communauté? Pour la section apprentissage, est-ce qu'il y aurait des thèmes? Est-ce qu'il y a que vous Pardon, je me permets de prendre la parole, c'est Linda oui? Elodie, bonjour Corinne. D'abord merci 1000 fois parce que moi je raccroche un peu les wagons, hein, comme je vous le disais, je suis pas actuellement en poste, donc je réagis pas dans le sens, bah, comment ça s'est passé chez nous et cetera, parce que ça s'est pas passé, en tout cas chez moi et donc c'est super intéressant et ça me remet le pied à l'étrier et cetera, donc un 1000 merci. Puis c'est très clair. Je me demande vraiment, la question de l'entreprise m'interroge vraiment. Je me demande dans quelle mesure ça ne va pas freiner effectivement aussi les entreprises pour
parce que j'ai plein de jeunes autour de moi qui cherchent des alternances et qui ne trouvent pas. Je me demande dans quelle mesure c'est pas aussi lié. Ça a toujours été compliqué, hein, de trouver une alternance, mais je pense que pour certaines structures, ça va être vraiment, un frein. Et je voulais te demander, Élodie, ce que tu as abordé sur les bachelors et les masters, le fait que c'est quelque chose qui est acté à Oui, présent? oui, j'ai peur de commettre un impair, donc je ne suis pas, c'est une fédération et il y en a pas beaucoup des fédérations dans ce voilà, en tout cas, OK. c'est l'une des 3 qui a fait signe que une autre, pas, mais je vous le ferai passer, dans le mail que vous allez recevoir avec le support, hein. Il y en a certains qui nous accompagnent depuis mars dernier, donc ils savent qu'ils reçoivent le support après le web. Donc dans le mail où vous le support, les décrets, les 22 pages du ministère dont parlait Corinne, on Mmh. rajoutera également, cette note qui a été éditée, hein, Super. écrit noir sur blanc. OK. L'interdiction pour les établissements adhérents, Mmh. l'établissement adhérent, l'interdiction D'accord, terminologique. Ceux qui d'accord, posent la question des masters spécifiques. mmh. Et on l'abordera dans un autre webinaire quand on sera à proprement supérieur. Mmh. 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 Très bien, merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions abordées ou des réactions et coup de gueule à passer? On peut y aller, hein, la communauté est faite pour ça aussi. Non, je crois que là, Non? Bah, écoutez, je vais vous présenter, notre prochain workshop. Alors la date n'est pas encore fixée, mais ça devrait arriver. Hem, on vous propose, voilà, de participer à notre prochain workshop. Alors, différence du webinaire, le workshop suivante, sauf Mmh. si vous vous affiliez à la communauté, auquel workshop. Donc ce workshop abordera la notion de stratégie commerciale. Alors je sais que pour les CFA historiques, le mot, commercial, client, promo, bon, les nouveaux entrants, eux, il y a pas de souci. Je peux dire qu'ils ont bien compris depuis la loi. Mais effectivement, on comprend bien après tout ce qu'on vous a exposé, bah, qu'il faut, repenser, réinventer, voire imaginer quel est son positionnement concurrentiel sur le marché, la formation par apprentissage. Donc on vous propose un workshop qui dure 1 heure au donc on abordera le donc de adapter la stratégie commerciale du CFA aux évolutions. Donc l'objectif sera ensemble de réfléchir à ces cibles, l'enjeu que revêt, l'ouverture vers la fin. Mais aussi apprendre à créer, la séduction de sa clientèle cible, hein, puisque Mmh. NPEC égale, concurrence. là, hein, si on est tous au même prix, bah, il va falloir, redoubler d'efforts, et de notamment pouvoir, répondre. Donc vous apprendre aussi comment mettons en œuvre une démarche partenariale avec sa clientèle, puisqu'effectivement les entreprises d'accueil des apprenants sont des partenaires d'affaires. Donc comment mettre en œuvre. On parlera action marketing. Alors on parlera action marketing qui répond aux exigences du décret du 6 juin 2025. On parlera pas marketing abusif, autre, non. Bien, oui, on peut faire du marketing. Et donc, enfin, bah, pour voir comment diversifier les sources de financement. On va tout miser sur les niveaux. On va être alarmiste que de dire parce que sinon, on va se casser, bien entendu. Mais pas que.
adage qui dit: «On ne met pas assez de panier, C'est ça. pas tous ses Tout œufs dans le simple. Mmh. prendre des œufs de poule, des œufs de caille, des œufs d'autruche, on y va, on multiplie les œufs». Non, mais en tout cas, diversifier ses sources. Donc Mmh. donc voilà pour le prochain proposé. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail, de votre satisfaction du et aussi sur ce workshop notamment. Donc au niveau de la communauté et je conclurai rapidement sur ça en vous invitant notamment à me contacter si vous voulez affilier. Donc Performa, c'est la communauté des savoirs au service du vivant et du vivant. C'est-à-dire que notre ambition au sein, c'est d'apporter, réponse, d'apporter une écoute, et d'offrir un repère en fait à tous les acteurs de la formation, quels qu'ils soient, juniors, référents, secrétaire, général d'association dédiée à la formation. Pour, donc vous accompagner sur tout ce sujet, donc sur les 5 domaines d'expertise: la réglementation, le développement des et la digitalisation. L'objectif de l'affiliation, c'est de choisir un domaine, monopolise, le plus, de pouvoir le traiter avec vous, et de vous permettre, avec l'affiliation, un des domaines de participer donc à, un workshop, mais également une masterclass, avoir accès à des publications, participer au think et avoir une supervision de ses pratiques professionnelles par référents spécialisés. Pas donné à pas n'importe quelle, communauté ou association permet. Nous vous proposons voilà une supervision décrypter voilà les messages au regard de votre pratique. Et enfin, de participer une fois par an à une rencontre professionnelle qui aura lieu, au mois de juin 2000, où vous pourrez rencontrer l'ensemble des référents spécialistes, mais également les affiliés à la communauté et surtout, des, représentants des instituts pour leur, faire part juste tensions que peuvent ressentir de la formation, part d'innovation, d'amélioration. Pas un salon qui est fait pour aller après public, c'est un salon qui est fait vraiment pour co-construire voilà, les projets de demain se mettre en voie d'échange avec ces institutions. Concernant le tarif de l'affiliation, vous l'avez affiché, donc il est 1 200 €, une année donc d'adhésion. Vous avez accès donc à 7 services, une masterclass, un workshop, une supervision, les publications et surtout le réseau social collaboratif. Une sorte de Slack, intimiste, réservé aux affiliés où, pour chaque domaine, vous avez en contact direct le, référent là pour juste un peu le SAV de la formation en disant: «À l'aide, au secours, un décret vient de sortir, est-ce que j'ai bien compris?» En tout cas, désamorcer la tension sans faire de conseils puisque ça c'est là après c'est à voir, c'est une autre catégorie de prestations de services. Donc le réseau social, c'est vraiment, pouvoir se trouver un référent, pouvoir se dire: «Voilà, je sais que là, sur ce fil, je peux décharger vraiment dans, au secours, moi, est-ce que là, ça craint ou est-ce que ça va?» Et cette dépressurisation que nous depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà. Ensemble, on est plus fort à surmonter.
Les prochains webinaires, donc vous allez recevoir le calendrier des prochains webinaires. Il n'est pas encore bloqué, donc c'est pour ça que j'ai pas pu mettre les dates au calendrier. Et en tout cas, je vous invite à suivre, comme je vous le disais, la chaîne YouTube Performa, mais également la page Performa sur LinkedIn, que c'est via cette page où nous, au plus tôt, prochain rendez-vous, prochain webinaire, mais également les actualités. Abonnez-vous. En tout cas, Corinne, voilà, on arrive à la fin. Je voulais te remercier pour ce premier webinaire avec moi. J'ai été ravie. Moi aussi. Tu as pris le temps, voilà, d'exposer clairement. Il fallait en tout cas en retenir majoritairement de ces traits. Après, bah, faut rentrer dedans, donc il y a plus que poser tout ça. Oui. Et puis, bah, merci. Merci pour ton investissement auprès de la femme. Bah, merci à vous tous et merci à toi de ta confiance. Donc, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous invite à œuvrer en efficacité au sein de vos projets. Ensemble, nous contribuer à la société des compétences. Et je vous invite, voilà, à prolonger la discussion sur les réseaux avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. À Merci bientôt. beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.